Bien, alors j'ai choisi donc de vous présenter un travail qui est en cours je vais vous proposer de vous emmener donc sur une période un tout petit peu plus reculée que ce que vient de présenter Emmanuel et j'ai envie de dire un petit peu en plaisantant compte tenu de nos chaleurs tardives, j'ai envie de vous emmener un petit peu à la plage, en tout cas sur les plages normandes. Et le but, c'est de voir, de comprendre, d'analyser les relations qui unissent le sport et les villégiatures balnéaires en Normandie, et ce sur la Belle Époque. Alors pour débuter, j'ai envie de poser d'abord un petit peu le paysage. On va donner un petit peu quelques repères sur notamment les villégiatures balnéaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du XIXe siècle, les stations balnéaires, et puis je dirais toutes les villes d'eau, d'une façon générale, j'ai beaucoup travaillé sur les stations thermales. Cet ensemble, stations balnéaires et thermales, joue un rôle, on va dire, important, voire très important, dans l'essor du tourisme en France. Le succès des stations est lié à une combinaison de facteurs. Je vais essayer de les énoncer, on peut en citer un certain nombre. Tout d'abord, il y a l'attrait médical. Les stations thermales et balnéaires, et ici plutôt balnéaires puisque c'est mon objet, attirent une forme de clientèle et qui vient pour se soigner. Pas uniquement, on va le voir, mais pour se soigner. Le deuxième facteur, c'est bien évidemment le développement à cette période fin 19e des moyens de transport et en particulier ferroviaires. Ça va accélérer très largement les déplacements et notamment les déplacements on va dire, d'agrément et les villégiatures. Troisième élément, sur place, dans les stations balnéaires, clairement, il y a de plus en plus de structures d'accueil, de plus en plus de structures d'hébergement et je dirais de qualité, susceptibles donc d'accueillir une population de plus en plus importante et puis susceptible de bien l'accueillir. Quatrième point, j'en donnerai 5. Quatrième point, autre facteur, et c'est un élément sur lequel moi je vais beaucoup m'arrêter, vous l'avez compris, compte tenu du titre, on remarque une offre de distraction de plus en plus importante et étendue dans ces stations balnéaires. Et puis enfin, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais il me semble qu'il y a un besoin toujours plus grand de dépaysement, besoin qui est exprimé par cette société fortunée en cette fin de siècle qui se déplace donc notamment sur ces stations balnéaires. En d'autres termes, et vous l'avez compris, le séjour à la fois à but médical mais également récréatif, ou on pourrait dire peut-être avec des termes plus actuels touristiques, eh bien ce séjour est à la mode à la Belle Époque et dans un tel cadre, la question des loisirs occupe une place tout à fait centrale. Je vais même préciser et dire que cette société qui est en villégiature, elle aime se divertir, elle aime jouer, elle aime découvrir de nouvelles pratiques culturelles. Avant de passer sur ces pratiques sportives, j'aimerais citer les casinos, les théâtres, les salles de jeu, tous les espaces de sociabilité se développent, se multiplient dans les stations à cette période. Voilà, donc j'ai posé un petit peu le cadre. Ce que j'aimerais donc maintenant regarder dans le détail, c'est plus précisément donc le poids, l'importance, les enjeux liés aux pratiques sportives. Et donc je continue un petit peu ma présentation générale. On comprend bien que dans un tel contexte, et pendant toute cette période de la Belle Époque qui court, on va dire grosso modo des années 1880 à 1914, eh bien le sport, j'utilise le terme générique, on précisera peut-être tout à l'heure, devient une distraction que je qualifie d'incontournable pendant ces villégiatures. Alors sur le littoral d'une façon générale, ce n'est pas spécifique au littoral normand, mais enfin, on va essayer de le voir, le littoral normand est particulièrement concerné. Donc sur ces quelques affiches et jolies affiches d'époque, eh bien, vous voyez de façon visible un certain nombre de manifestations sportives ou d'appels à
des manifestations sportives. Et il faut bien comprendre que les pratiques sportives vont ponctuer progressivement l'emploi du temps des touristes et vont ponctuer les moments forts de la saison, principalement et particulièrement estivale. Dit autrement, pour rien au monde, je vais prendre des exemples très concrets, on ne raterait les journées équestres du Grand Prix et les tournois de polo, par exemple, à Deauville. Pour rien au monde, on ne raterait les concours de tir au pigeon ou bien le rally paper à Cabourg, ou bien encore, et j'en donne un troisième et dernier exemple, on ne manquerait les tournois les meetings aériens de Trouville. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur, peut-être pas tous ces événements dans le détail, mais je donnerai quelques éléments, quelques illustrations un petit peu tout à l'heure. Donc, et je m'appuie encore une fois sur cette diapositive, il n'est pas rare, en tout cas c'est un petit peu l'hypothèse que je fais, mais hypothèse confirmée quand on lit un petit peu la presse de l'époque, il n'est pas rare pour les villégiateurs de prendre leur quartier d'été en fonction des événements sportifs qui sont à l'affiche et qui sont programmés. Les pratiques, mais aussi les spectacles sportifs riment avec raffinement, distinction, culture distinctive également. Et donc tout cela plaît aux classes aisées qui se déplacent à cette époque dans les stations. Alors j'irai même jusqu'à dire que dans les stations balnéaires, et les acteurs donc, qui occupent des fonctions particulières, on viendra dans le détail tout à l'heure, et bien dans les stations balnéaires, on voit que le sport, particulièrement à cette période, est au cœur des stratégies qui sont développées par les uns et par les autres, ou par les unes et par les autres, je parle des stations, et je parle de stratégies de développement. Donc on voit bien que les responsables des stations, les municipalités en tête, mais également ce qu'on pourrait appeler les intérêts privés. Alors je pense aux administrateurs de sociétés des bains, je pense aux gérants d'hôtels, de casinos, bref, de structures qui ont pignon sur rue dans les stations balnéaires. Tous ces gens-là, tout ce groupe d'acteurs va s'associer, avec peut-être des intérêts qui ne sont pas toujours les mêmes, mais néanmoins un petit peu convergents. Et tous ces acteurs vont comprendre très vite les aspirations des villégiateurs et vont, je dirais, multiplier les occasions de divertissement, enrichir chaque année leur affiche sportive, et puis régler avec une minutie infinie les festivités pour attirer bien sûr davantage de monde sur les côtes et dans leurs stations. Maintenant, si chaque station balnéaire a un petit peu tendance à l'époque à imiter sa voisine, on va le voir dans le détail, il y a quand même une concurrence, et une concurrence même sévère qui s'établit progressivement. En d'autres termes, c'est à celle qui aura la panoplie, j'ai utilisé ce terme, la panoplie sportive la plus fournie, c'est à celle qui offrira les spectacles les plus relevés, et c'est à celle qui offrira les programmes sportifs, je dirais, les plus sensationnels. Alors la presse locale et balnéaire, donc j'ai travaillé sur un autre type de presse que ce qui vient d'être présenté par Emmanuel. Cette presse locale et balnéaire, elle constitue, à mon sens, un excellent analyseur de cette mode sportive, voire j'ai presque envie de dire de cette folie sportive à cette période. En effet, toutes ces gazettes que vous avez devant vous regorgent, littéralement. Et plus on remonte le temps, enfin plus on arrive vers une période autour de 1900 et début XXe siècle, plus il y a de comptes rendus, de chroniques sportives qui permettent de mesurer, me semble-t-il, l'importance du phénomène. En d'autres termes, on pourrait dire que le sport fait la une, vraiment, de ces journaux balnéaires et constitue même progressivement, c'est peut-être pas le cas au début, on parle peut-être plus de casinos, de représentations au théâtre, etc., mais petit à petit, le sport grignote gentiment et ça devient un des thèmes favoris de ces gazettes.
Et ça permet peut-être aussi de démontrer dans ces gazettes le dynamisme local. Ça permet de démontrer la qualité de l'accueil et peut-être aussi la qualité du séjour balnéaire en vantant, mettant en avant ces pratiques sportives. Alors, dans le détail, et je ne me suis pas trop arrêté sur des dimensions méthodologiques dans cette présentation, mais vous voyez que je me suis en particulier appuyé sur les documents suivants qui couvrent de façon quasi intégrale la période de la Belle Époque. J'ai travaillé sur la vigie de Deauville, document relativement éphémère, la plage de Trouville, l'écho de Cabourg, Trouville Gazette, les échos de Deauville, le progrès du littoral, la plage cannaise, Caen, bain de mer, etc. Autant de journaux, alors certains très éphémères, ils ont une durée d'existence d'1 an, 2 ans, puis après on n'en parle plus, ça disparaît. Il y en a d'autres qui paraissent pendant plusieurs saisons, voire pendant une décennie, voire plusieurs décennies, mais en général on a un petit peu ce caractère un petit peu éphémère, oui, on a l'impression qu'il y a des choses qui se sont passées, qui ont fait que le document n'existe plus, n'a plus les fonds pour, ou bien il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer, ou il y a des changements de titre. Bref, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent jouer pour justement renouveler un petit peu la panoplie ici des gazettes balnéaires. Ce qui me paraît clair, c'est que ces différents journaux jouent un rôle auprès des villégiateurs, et ce rôle, me semble-t-il, c'est celui de faiseur d'opinion. Un petit peu l'hypothèse que je fais, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et puis d'autre part, et ça paraît évident, ces différents journaux balnéaires, on sent très bien qu'ils sont étroitement, et comment pourrait-il en être autrement, ils sont étroitement associés à la défense des intérêts économiques locaux, et puis ils sont étroitement associés à la mise en valeur culturelle des lieux. Très fréquemment, alors tout à l'heure Emmanuel, tu parlais de réseaux, de personnes qui se connaissent, on retrouve ça complètement ici. Les rédacteurs, les chroniqueurs, les responsables de journaux, ils ont toujours une position, elle est politique, elle est sociale, elle est culturelle, mais dans chacune des stations balnéaires, il y a des liens évidents que l'on retrouve au fur et à mesure. Pour conclure peut-être un petit peu ce préambule et ce positionnement, eh bien, moi, ce que j'aimerais donc voir avec vous et vous présenter, c'est la chose suivante. On va essayer de voir qu'en quelques années seulement, finalement, ça va très très vite. Les stations, donc j'ai focalisé sur la côte Fleurie et la côte de Nacre, eh bien, ces différentes stations locales vont se doter d'infrastructures qui vont permettre non seulement l'installation, mais également la diffusion de ces pratiques sportives. Et surtout, on va essayer de constater que les différentes municipalités utilisent le sport comme un argument touristique que j'ai qualifié ici sur la diapo de premier choix pour attirer une clientèle distinguée, une clientèle qui est à l'affût, qui est friande de cette nouvelle mode anglo-saxonne que sont les sports. Simple petite précision, mais c'est peut-être inutile ici au regard du public, mais enfin je le dis quand même, quand je parle de la côte fleurie, ce sont des termes qui sont utilisés à partir un petit peu plus tard, à partir des années 20, donc je fais un petit peu d'anachronisme, mais c'était pour positionner un petit peu les choses, donc j'ai travaillé particulièrement entre, on va dire, pour la côte fleurie, entre Honfleur et Merville-Franceville, et puis pour la côte de Nacre, j'ai travaillé plus particulièrement sur les stations entre Ouistreham ou Ouistreham-Rivabella et puis Courseulles. Voilà donc les choses un petit peu positionnées. Alors, je vous invite donc à ce qu'on puisse se plonger quelques secondes seulement, dans la presse balnéaire de l'époque. Et donc j'ai choisi un extrait que vous voyez ici, un extrait du journal La Pomme, ça ne s'invente pas, qui est la revue hebdomadaire de Caen et des plages du Calvados. Et cet extrait date de 1893. La Pomme, donc, vante, on va le dire avec un certain parti pris affiché, non seulement les douceurs, mais la renommée des plages du Calvados.
Et donc je cite, à la mer, tel semble être le cri poussé par tous. Passer une saison au bord de la mer semble être devenu non pas une fantaisie, mais une nécessité. Rien que ça. Et la mode, cette grande faiseuse qui rendrait... cette grande faiseuse rendrait ridicule ceux qui préféreraient l'asphalte du boulevard, on parle des boulevards parisiens, aux planches de Trouville, à la digue de Cabourg ou au sable fin de nos plages du Calvados, si belles et si riantes dans leur nid de verdure. Alors, il faut savoir que depuis la seconde moitié du XIXe siècle, l'essor des stations normandes s'accélère à toute vitesse. Le désir du rivage, pour reprendre cette formule de l'historien Alain Corbin, mobilise, entre guillemets, la bonne société française, qui, en fait, imite ni plus ni moins la culture et les mœurs de nos voisins britanniques, qui sont les principaux instigateurs des villégiatures balnéaires dès la fin déjà du XVIIIe siècle. On est un petit peu, finalement, un petit peu en retard, un petit peu à la traîne. Et dans ces conditions, nombre de villages côtiers, ignorés jusque-là, complètement ignorés même, je pense à Deauville en particulier, vont se transformer progressivement en des lieux touristiques sous l'impulsion de promoteurs qu'on pourrait peut-être qualifier d'avisés. Alors c'est le cas, et j'y reviendrai assez souvent, de Trouville, de Deauville, mais également de Cabourg sur la côte fleurie, ou bien de Rivabella, de Luc-sur-Mer, de Courseulles pour la côte de Nacre. Toutes ces stations vont attirer une clientèle huppée, essentiellement parisienne, il faut le dire. Et finalement, ces stations assez proches de la capitale sont présentées, je cite, je ne l'invente pas, comme la façade littorale de Paris. La construction et donc le placement immobilier qui est bien visible ici dans ces deux photos, l'une de Trouville et l'autre Deauville. Donc cette construction et ce placement immobilier sont vraiment à la mode, à la belle époque, et attirent, on va dire, en priorité, ce n'est pas simplement ce ciblage, mais en particulier les beaux quartiers parisiens. Alors cette démarche financière, elle est... par ailleurs, bien évidemment consolidée, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, elle est consolidée par l'amélioration constante des moyens de transport, et notamment les liaisons de chemin de fer. Pour avoir une petite idée, en 1890, il faut à peine 4 heures pour rejoindre Deauville depuis la capitale. La mainmise des sociétés immobilières, la mainmise d'investisseurs multiples et de tout poil, de banquiers, de Parisiens pour beaucoup, va donc accélérer cette expansion des différents sites balnéaires. Et ce que j'appelle nos responsables des stations vont très vite comprendre que les touristes, aussi appelés étrangers ou baigneurs, et on comprend pourquoi à travers cette photo, eh bien, ne se déplacent pas en nombre sur les côtes simplement ou seulement dans le but de profiter des effets thérapeutiques reconnus de l'environnement maritime et profiter des bains de mer. Il y a d'autres raisons, et on peut les énoncer tout de suite. Les touristes viennent, à mon sens, avant tout pour rencontrer d'autres estivants de la même classe sociale, pour cultiver ce qu'on pourrait appeler une forme d'entre-soi, pour découvrir de nouvelles pratiques à la mode, et les bains de mer en font partie, pour se distraire, pour se détendre. Et puis j'ajouterai, et je m'empresserai d'ajouter, certainement pour investir, pour faire des affaires, pour nouer des relations de tous ordres d'ailleurs. Il y a des mariages qui sont arrangés sur place, et ainsi de suite, et des affaires d'une autre nature. Alors dans le concert des activités proposées, eh bien, vous l'avez deviné, les sports s'imposent comme une nouvelle offre distractive, et l'engouement, par exemple, pour les courses de chevaux, pour le polo, pour le golf, pour le tennis, pour le tir au pigeon, la liste est incomplète, pour le yachting, par exemple, tout cela traduit
le succès sur tout le territoire national de l'anglomanie sportive ambiante. Et cette anglomanie sportive va s'inviter jusque dans les stations balnéaires. Dans leur recherche permanente d'une clientèle mondaine, on sent bien que les stations misent sur le sport et en conséquence déploient une énergie tout à fait considérable pour offrir le meilleur des spectacles en la matière. Et donc dans ces conditions, eh bien, on voit éclore, hein, tu parlais tout à l'heure du stade Editas, on voit éclore et construite tout un tas d'infrastructures sportives. Hein, je pense bien sûr et évidemment en premier lieu au champ de course. On voit des terrains de golf, des tennis se multiplier. Alors, je ne veux pas focaliser sur le littoral normand, hein, sur l'ensemble du littoral, on trouve un petit peu la même démarche, mais je vais ici donner quelques exemples particuliers hein, d'infrastructures qui sont construites sur le littoral normand où j'élargirai un poil, un tout petit peu. Je prends l'exemple de Dieppe. Dieppe fait partie du peloton de tête, hein, il inaugure son hippodrome dès 1852. Deauville alors fait courir ses premières courses sur la plage fin des années 50, 1850, début des années 1860 et a un hippodrome en 1864. Dinard, donc j'ai un petit peu été au-delà hein, du littoral normand. Dinard se dote d'un terrain de golf, on est en 1890. Elle est imitée, la station, par Dieppe en 1897, Deauville a son terrain de golf en 1899, Cabourg en 1907. Hein, vous voyez que ça s'enchaîne avec parfois un petit peu décalage en fonction de la grandeur, de la notoriété de la station, et puis d'autres paramètres hein, liés à des investissements qui peuvent être ailleurs. Et puis je terminerai sur une autre activité. Étretat, par exemple, ouvre son premier lawn tennis club en 1895 et sera très largement imité ici et là, je pense à Deauville en particulier, dans les mêmes eaux à peu près, hein, dans les mêmes années. Donc on a bien compris que l'ensemble des promoteurs, l'ensemble des municipalités, l'ensemble des cercles, l'ensemble des sociétés privées ont parfaitement saisi l'enjeu à la fois économique mais aussi culturel qu'ils pouvaient tirer de ces sports dits élégants. Et donc, l'ensemble de ces acteurs vont s'associer, souvent, en tout cas investir très largement dans ce domaine pour, d'une part, satisfaire les caprices de nos élites en villégiature. Il faut répondre à une demande qui est là. Et puis, j'ai envie d'ajouter, hein, tenter de se remplir les poches hein, en ce qui concerne les stations, bien évidemment, parce que derrière, il y a des affaires financières certainement à faire. Il y a des retombées économiques certaines. Hein, je reviendrai tout à l'heure sur les champs de course, le Grand Prix de Deauville. Si il y a des paris, des jeux d'argent forts et il y a des masses d'argent importantes hein, qui circulent, c'est aussi toute une hôtellerie, une restauration qui fonctionne. Bref, c'est une station balnéaire dans son intégralité qui, ici, je reprends l'expression, se remplit les poches. Voilà, donc justement, prenons les courses de Deauville. Elles sont visibles, vous les voyez sur c'est une carte postale là, qui est à gauche en haut. Les courses de Deauville vont être courues, hein, c'est une institution, hein, et c'est quelque chose là, qui est récurrent et redondant. Elles sont toujours courues en août, à partir du moment où elles sont instituées, à partir des années 1860-64. Et il faut savoir que les courses de Deauville, elles sont présentées comme telles, je cite, comme une prolongation des réunions hippiques parisiennes. Alors, je pèse mes mots parce que ça veut dire qu'il y a un lien, et j'y reviendrai beaucoup hein, sur ce lien entre Paris et un certain nombre de stations balnéaires, dont Deauville. Clairement, en tout cas, ces courses de Deauville constituent un événement sportif qu'il ne faut pas rater. C'est impossible. Et il s'agit vraiment, on le devine sur la carte postale, des manifestations qui sont avant tout, et avant d'être sportives, des manifestations qui sont mondaines. Le programme des courses attire en effet, certes une foule considérable, on la mesure un petit peu là ici hein, sur cette carte postale, mais surtout une foule de notabilités, soit des gens qui viennent des environs,
de Caen ou des environs, soit des gens qui sont en villégiature sur place, dans une station, ça peut être Deauville, mais aussi les stations connexes ou qui sont à côté. Et puis j'ai envie d'ajouter, vous avez ce qu'on appelle des trains de plaisir qui sont spécialement affrétés depuis Paris et qui, pour une journée, amènent donc, on part très tôt le matin, vers 7h, 7h30 à peu près, et on revient très très tard. Je crois que le dernier train où le retour est prévu à 1h du matin et des bananes, hein, je crois qu'on arrive à 5h à Paris à peu près. Et donc, vous avez ces trains qui relient et qui vont fonctionner spécialement le jour des courses et amener donc toute une foule des beaux quartiers, bien sûr, ça se devine, assister le temps d'une journée à ces belles joutes équestres. En tout cas, on espère que le programme sera à la hauteur. Voilà, donc la reine des plages, comme elle s'est autoproclamée, je parle de Deauville, tout le monde l'a bien compris, hein, a trouvé ici, à travers les courses de chevaux, une excellente affiche, et c'est bien le but du jeu pour assurer sa promotion. Il faut dire que Deauville a grandi, elle a très très largement bénéficié depuis ses tout débuts de la réputation de son hippodrome et du succès de ses courses qui ont été initiées par le duc de Morny, qui est le demi-frère de Napoléon III et qui est aussi, bien évidemment, très très impliqué, y compris financièrement, dans la création même de Deauville à ses débuts. Il est associé à un banquier au début, et puis après il y aura plein d'actionnaires, plein de gens qui vont venir, hein, bien sûr, apporter leur contribution et vont spéculer, investir, etc. Mais il est associé, ce duc de Morny, à, comment s'appelle-t-il, Armand Donnon, qui est un banquier parisien, qui a pignon sur rue, qui a des fonds tout à fait monumentaux, et donc qui va largement aider aider, je ne sais pas si le terme est exact, contribuer, on va dire, à la naissance de Deauville et à sa construction progressive. Et cet Armand Donnon va très vite souffler l'idée de mettre en place un hippodrome très tôt, donc à Deauville. Et comme le duc de Morny est un passionné des courses de chevaux, eh bien, en avant, ça va vite se faire. Ça sera une des priorités, aussi curieusement que ça puisse paraître, hein, cet édifice sportif est finalement installé très très tôt dans l'histoire de Deauville et de la station. Voilà, donc chaque année, à la même période, je m'appuie encore sur cette même photo, eh bien, on constate que les baigneurs, les villégiateurs, les touristes, vous appelez ça comme vous voulez, hein, ils vont venir prendre d'assaut les tribunes pour suivre les différents prix qui sont généreusement dotés, il faut bien le dire. Hein, on a des sommes d'argent tout à fait considérables qui sont associées à chacun des prix, et c'est la société des courses, c'est aussi le casino local, ce sont les hôtels, c'est la municipalité qui dote ces différents prix associés aux différentes courses de chevaux. Il faut attirer donc les plus grandes écuries, donc il y a un argent assez considérable qui circule. Alors, je ne peux pas m'empêcher de montrer cette petite diapo, hein, c'est pas complètement décousu mon propos, mais à la fois je fais un petit saut, parce que j'aime bien ces images. Il s'agit donc toujours des courses de Deauville, courses qui ont été croquées avec humour et férocité par le dessinateur le plus prisé, le caricaturiste surtout le plus prisé du tout Paris de la Belle Époque, en l'occurrence Georges Goursat, qui signe ses œuvres SEM et qui en particulier publie un feuillet de caricatures en 1900 qu'il intitule le Turf. Et ce SEM passe son temps donc à observer et croquer la vie mondaine de ses contemporains, alors pas uniquement à Deauville, mais il est très fréquemment à Deauville. Et puis il est surtout là où il y a les gens fortunés, importants de l'époque, et en particulier le monde des courses est pour lui un champ d'observation unique. On le constate ici à travers ces différentes caricatures. Il y en a plein d'autres, hein.
On ne sait pas s'il se moque, on ne sait pas s'il est infidèle et un serviteur. Il n'est pas dans une caricature acerbe, mais on a un petit peu le sentiment qu'en croquant la tête de tous les personnages importants qui viennent à Deauville, eh bien, il leur donne aussi une forme de publicité d'une certaine manière. Voilà, donc si j'ai insisté pas mal sur le modèle deauvillais, ça ne veut pas dire que les stations alentours ne soient pas aussi tout à fait impliquées en matière de courses de chevaux, d'hippodromes et de concours hippiques divers et variés. Je pourrais citer Cabourg, qui a très vite aussi son hippodrome, Courseulles-sur-Mer, c'est moins connu, qui a un hippodrome, alors rien à voir avec Deauville, hein, mais voilà une structure là qui existe. Luc-sur-Mer également, qui a son hippodrome. Alors j'ai presque envie de dire, c'est méchant, c'est presque un champ de patates, hein, mais néanmoins, hein, il y a des courses qui se tiennent. Bon, clairement, vous avez compris que ces différentes localités ne peuvent pas forcément rivaliser, ou en tout cas difficilement rivaliser avec Deauville, mais il y a des tentatives hein, tout à fait importantes d'agrandissement, d'infrastructures plus solides, de tribunes plus agréables, etc., dans ces différentes localités. Alors, dans un deuxième point, je voudrais essayer de vous montrer que si l'offre sportive apparaît finalement relativement similaire d'une station à l'autre, on retrouve à peu près les mêmes activités. Chaque station, c'est un petit peu le constat que j'ai fait au fur et à mesure en épluchant les documents et les archives. Chaque station a un petit peu l'intention, c'est réussi ou pas, de mettre en avant une ou plusieurs spécialités, j'entends sportives. Et l'idée, c'est de se démarquer ou d'avoir une forme d'identité, moi ce que j'appellerais une forme d'identité sportive. On peut évoquer dans ces conditions ce qu'on pourrait appeler une logique de spécialisation. Alors peut-être que le terme est un peu excessif, mais enfin ça me semble finalement assez imagé et ça va me permettre d'illustrer mes propos. On va prendre Cabourg en premier lieu. Cabourg mise en particulier sur ses courses vélocipédiques, on le constate ici à travers les photos, la petite reine, le vélo, est mis chaque année à l'honneur et chaque saison pour assurer la promotion de la station. Et pour cultiver une forme de, j'appellerais ça de sensationnalisme, les acteurs de la station ne vont pas hésiter à mettre en piste, y compris les estivantes, dans d'ailleurs des courses jugées périlleuses et disputées. Je ne l'invente pas, hein, je vais citer notamment la gazette L'Écho de Cabourg en 1893. Et je l'accompagne de cette photo. Vous voyez ici sur cette photo donc les cycling ladies, en tout cas baptisées comme telles en 1893 par l'Écho de Cabourg. Et plus précisément, je cite, hein, vous avez 21 concurrentes qui se sont présentées, donc spontanément, hein, ce ne sont pas des sportives particulièrement engagées, renommées. Ce sont des estivantes, des touristes féminines qui se sont présentées après un appel donc, de la station. Par contre, je continue à lire l'Écho de Cabourg, et ça va faire un petit peu écho avec les propos de Fanny Lemanque hier, et de la distribution inégale des représentations et des pratiques sportives. Je cite, « Les chutes se sont succédées entre Cabourg et Varaville, qui constituaient le parcours, si bien que 12 de ces dames seulement ont pu terminer le parcours. » Voilà, donc vous l'avez compris, la Gazette ne peut pas s'empêcher, dans un réflexe peut-être très masculin, de souligner la maîtrise imparfaite, l'impréparation des concurrentes, à une époque, il est vrai, où le sport est étroitement contrôlé, dominé par le genre masculin. Est-ce que ça a bien changé? C'est pas évident, en tout cas, après ce qu'on a entendu hier, c'est pas tout à fait le cas. En d'autres termes, ce spectacle, quelque peu transgressif,
à cette époque, et c'est bien la volonté première des organisateurs, est là pour, je vais dire, attiser les curiosités. Je ne sais pas si elles sont malsaines, hein, peut-être aussi, d'une certaine manière. En tout cas, on essaye d'attirer la curiosité des touristes et puis peut-être aussi des gens des environs. Cabourg a une autre identité sportive qui se dessine rapidement. Elle mise et elle cultive son image en proposant chaque année depuis 1890 un rallye pepper dans les bois de Bavent. C'est donc une activité qui est menée à cheval. Hein. L'idée, c'est de faire partir une personne qui est désignée à cheval, et puis le but, c'est que les poursuivants simulent une espèce de chasse à courre, et tout ça dans les bois, avec des parcours qui peuvent être soit définis à l'avance, soit au contraire, c'est un petit peu une chasse au trésor en quelque sorte. Alors ça, c'est très très à la mode, hein. Il n'y a pas des rallye pepper simplement à Cabourg, mais c'est quelque chose qui est cultivé à Cabourg, et cette épreuve, elle est organisée par les membres du Cercle de Cabourg, avec, et c'est là sur cet aspect que je voudrais m'arrêter, avec l'appui financier d'un certain Charles Bertrand, qui est tout simplement propriétaire des établissements hôteliers de Cabourg à l'époque, et surtout, c'est le futur maire de Cabourg entre 1896 et 1927. Donc vous voyez qu'il y a une collusion entre les élites locales, et puis on sent bien que ce Charles Bertrand ne finance pas ce rallye pepper pour rien. Il y a des intérêts économiques évidents avec cette dimension de l'hôtellerie. Et puis, il se prépare en termes électoraux. Donc, quelque part, ces activités sportives lui permettent de poser des jalons, de s'installer dans la place, et puis, de se faire connaître, tout simplement, comme un bienfaiteur, un donateur généreux, comme une personne qui fait fonctionner à plein régime une station, Cabourg, qui est en pleine concurrence, ou qui va être en pleine concurrence avec notamment ses voisines Deauville et Trouville. Et il faut bien gagner. Donc, les habitués, je reviens au rallye pepper, les habitués de Cabourg, mais aussi un certain nombre de touristes des plages ou des stations voisines. Bref, toute l'élite, ou en tout cas une partie, parce que tout le monde n'est pas là, une partie de l'élite qui est en villégiature va répondre présente à ce rallye qui fait, pour avoir un ordre d'idée, 6 km dans les bois, avec et ponctué de points de contrôle, de points de passage, mais surtout une distribution de prix et bien sûr un lunch, un bal champêtre pour clore comme il se doit une belle journée entre élites. Donc, je suis peut-être un petit peu redondant, mais je dirais que l'enjeu économique, l'enjeu peut-être surtout publicitaire est évident à travers ce rallye pepper. Il faut vraiment placer la station, en tout cas c'est l'intention, il faut placer la station sous les feux des projecteurs, et l'idée c'est d'assurer sa promotion, ni plus ni moins. Voilà, donc je parlerai d'attraction touristique, et le rallye pepper est utilisé à cette fin d'attraction touristique. Alors c'est peut-être un petit peu exagéré, je ne sais pas s'il faut parler en ces termes, c'est plutôt quelque chose de plus contemporain, mais j'aimerais associer ce que je viens de présenter à une véritable stratégie de communication assez élaborée, finalement, même s'il y a peut-être un anachronisme encore à utiliser ces termes et cette formule. Il y a, oui, quelque chose qui est de l'ordre de la communication, de la propagande, de la publicité, déjà à cette période, de la part de la municipalité, mais aussi, on l'a vu, de la part d'investisseurs privés. Maintenant, plus modeste, je vais, parce que je voudrais un petit peu circuler sur l'ensemble des stations, je vais prendre l'exemple de Luc-sur-Mer et de Saint-Aubin pour illustrer l'idée de cette spécialisation. Alors, ces deux stations placent leurs espoirs dans une toute autre activité. Et je dis bien une toute autre activité. Ces deux stations font la promotion du jeu de longue paume. Vous savez que c'est un jeu de raquettes. C'est un jeu de raquettes très ancien. C'est une sorte de gagne-terrain qui se joue. Alors, il y a plusieurs formules. Les règles sont assez complexes, d'ailleurs. À 1 contre 1, à 2 contre 2, et jusqu'à, je crois, 6 contre 6. Ça doit être à peu près ça qu'on voit sur la photo. Les sociétés de longue paume de Saint-Aubin et de Luc-sur-Mer sont fondées
en 1894. Et le but était au départ, en tout cas c'est annoncé comme tel, de raviver localement, je cite, la flamme de ce jeu ancien. Mais en fait, on retombe un petit peu sur les mêmes problématiques que tout à l'heure. Ces deux stations ont fait un autre choix, par exemple, que de développer le tennis, qui est ou qui va être à la mode, ou qui est déjà à la mode dans les autres stations concurrentes. Les fameux Garden Tennis de Cabourg, de Trouville, de Deauville font la promotion de la pratique de ce qu'on appelle le lawn tennis au même moment. Eh bien, Luc-sur-Mer et Saint-Aubin, de manière presque un petit peu concurrente et originale, presque paradoxale aussi, font le choix d'une autre activité, en l'occurrence une activité que je qualifierais, ça n'engage que moi, d'un petit peu vieille France, en tout cas pour le moins. Et vous avez sur cette diapo un exemple parmi d'autres. Il y a plein de chroniques que j'ai relevées, parcourues, sur cette longue paume qui s'installe, en fait, non pas en Normandie, à Luc-sur-Mer et à Saint-Aubin. Vous avez des articles dans les gazettes locales et en particulier dans le journal Caen Bain de Mer. C'est un extrait d'ailleurs de Caen Bain de Mer de 1898. Vous avez pas mal de descriptions de l'activité elle-même. On explique les règles, des champions qu'on fait venir, et notamment de Paris, du Luxembourg, de Picardie, où le jeu est bien implanté et puis à nouveau à la mode. Vous avez tout un tas de précisions sur le spectacle qui est donné localement, et on comprend bien que les habitués de Luc-sur-Mer et de Saint-Aubin viennent aussi et peut-être en priorité dans ces stations pour voir en journée ou bien en soirée des spectacles offerts, puisqu'on a des joueurs qui en permanence fréquentent ces terrains de paume ou de jeux de paume, de longue paume. Voilà, donc je pourrais prendre d'autres exemples. On pourrait mentionner les régates internationales de course seule, autre identité, peut-être qui semble être cultivée localement. Bref, on n'a pas trop le temps. La liste des spectacles sportifs mis à l'affiche est visiblement inépuisable. Et je reviens sur cette idée. On a vraiment le sentiment que chaque station essaye de faire un effort particulier pour afficher une forme d'identité sportive. Il est à noter, je ne voudrais pas l'oublier, je ne voudrais pas que vous pensiez dans mes propos que les touristes restent rivés à leur station. Oui, ils sont attachés, on revient fréquemment dans la même station, mais en matière de pratique sportive et de spectacle, très clairement, les touristes circulent. Et en aucun cas, on reste cantonné, je parle on, le touriste reste cantonné à son seul lieu de résidence estivale. Les événements sportifs qui sont proposés à côté vont attirer une foule de spectateurs et on n'hésite pas à se déplacer d'une station à l'autre. Et pour ce qui concerne la Côte de Nacre, il y a un outil et un instrument nouveau tout à fait intéressant, c'est la compagnie de chemin de fer qui voit le jour donc entre 1800, si je ne me trompe pas, 1875 et 1876. Et cette compagnie de chemin de fer de Caen à la mer va justement permettre cette circulation des touristes, donc d'une part entre Caen et les stations de bord de mer, mais aussi entre Luc, Langrune, Langrune et Bernières, Bernières et Courseulles, etc. Puisque je crois que la ligne s'arrête à Courseulles, mais ça, j'en suis pas trop certain. Je crois qu'elle a été prolongée, mais c'est peut-être un petit peu plus tard. Voilà, donc je laisse un petit peu ce point en suspens et avec un point d'interrogation. Pour ce qui concerne la côte fleurie, on n'a pas de l'équivalent, mais on comprend bien que les villégiateurs ils se déplacent avec les moyens du bord, donc c'est d'abord en calèche, et puis on va voir un événement sportif à côté, bientôt en automobile, dès que ce type d'outil, en quelque sorte, et de moyens de locomotion va apparaître et va être utilisé fin 19e. Pour terminer, c'est le dernier point de ma présentation. Je vais essayer de vous montrer que les stations balnéaires étudiées sont
non seulement prête à toutes les innovations sportives, ça on s'en doute, hein, tout est bon pour faire parler d'elle, et donc on est dans une forme de surenchère. C'est particulièrement le cas de Deauville et de Trouville, mais plus original, et ça m'a interpellé, parce que ça revient de façon récurrente. J'ai constaté que, en particulier ces deux stations, hein, Deauville et Trouville, mais on pourrait certainement prendre d'autres exemples, ces deux stations font un effort particulier pour afficher dans le domaine des spectacles et des événements sportifs ce que j'appellerais une espèce de trait d'union entre Paris, la capitale, et la station concernée. Donc ça, c'est assez surprenant, mais c'est assez intéressant. Et pour que vous compreniez bien, je vais illustrer à travers différents exemples de manifestations sportives. Je pense que vous avez compris où je voulais aller. On va prendre notamment cette course cycliste en 1898, Paris-Trouville. L'idée, hein, c'est vraiment de montrer qu'il y a un lien entre la capitale et d'entretenir ce lien entre la capitale Paris et cette station huppée, réputée, qui est Trouville. Donc, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, en 1998, donc, cette course doit rallier les 195 km qui séparent d'une part la porte Maillot, c'est le point de départ à Paris, et Trouville. Bon, tout à l'heure, en introduction, j'ai parlé d'initiatives audacieuses. Bon, là, il faut quand même un petit peu minimiser les choses. Hein. Les courses sur route, puisqu'il s'agit d'une course sur route en vélo, ce n'est pas à proprement parler une nouveauté. Hein. On a déjà largement des antécédents. Hein. Je pense au premier Paris-Rouen qui est disputé à partir de 1869. Et puis, il y a une prestigieuse épreuve hein, qui existe déjà depuis 1891. C'est le Paris-Brest-Paris. Qui fait quand même 1200 km, hein, c'est du solide, avec un matériel d'ailleurs qui est non pas à toute épreuve, et puis des routes surtout qui sont extrêmement compliquées. Donc, vous l'avez compris, le cyclisme sur route a déjà ses classiques, a déjà ses spécialistes, et finalement ce Paris-Trouville hein, reprend quelque chose qui existe déjà. Mais avec cette originalité de faire une espèce de pont, une espèce de passerelle, une espèce de trait d'union entre des milieux qui sont les mêmes, en fait, qui se fréquentent. Hein. D'un côté, les beaux quartiers parisiens, cette élite parisienne, et puis Trouville qui aspire qu'à une chose, en tout cas à cette période, c'est réunir cette élite parisienne le temps d'un été, et puis le temps de plusieurs étés. Alors cette course, elle est organisée par un journal parisien, Le Journal, justement, et cette épreuve réunit... Bon, sans doute, hein, on a fait ce qu'il fallait, un plateau de coureurs des plus célèbres. Mais les choses ne vont pas forcément se passer aussi facilement. Hein. Vous voyez plutôt, sur 93 partants, eh bien, vous avez simplement et seulement 43 coureurs. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des statistiques à l'époque, hein, des courses sur route peut-être, hein, mais enfin, vous avez quand même pratiquement et moins de la moitié des coureurs qui vont arriver à Trouville et qui vont parvenir à rejoindre donc ce point d'arrivée. Alors, moi, ce n'est pas trop l'exploit sportif, hein, il y en a un, manifestement, à l'époque, hein, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on roule sur des machines qui font je ne sais combien de kilos, qui se déglinguent en cours de route, et puis, bien sûr, on est sur des routes qui n'en sont pas, en fait, et donc, les moindres obstacles vont tout de suite provoquer tout un tas de dégâts, et le coureur doit se débrouiller, pour ne pas dire autre chose, tout seul. Hein, bon, il y a peut-être quelques voitures suiveuses, mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait du matériel pour chacun pour changer une roue, etc. Donc moi, ce n'est pas trop l'exploit sportif hein, sur lequel je veux m'arrêter, et je serai quand même très bref sur l'autre point qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'interdépendance entre, on vient de le voir, c'est un excellent exemple, hein, ce Paris-Trouville, entre les milieux journalistiques ici parisiens et les milieux balnéaires, ici ceux de Trouville, et les milieux sportifs. C'est un petit monde, et tu l'as bien montré aussi, hein, Emmanuel, à travers les exemples que tu as donnés dans un autre registre. C'est vraiment un petit monde hein, qui se côtoie, qui se connaît. On se rend service. Le journal Le Parisien fait la promotion de Trouville. Trouville fait la promotion du journal parisien, enfin, etc., etc. Et c'est un point là, qui me semble très, très important de souligner et très intéressant, cette collusion des élites, c'est pas surprenant, hein, mais cette interdépendance des élites
ici décliné sous le mobile et le motif balnéaire et sportif. À l'affût de nouveautés, je vais maintenant basculer sur Deauville. Eh bien, la municipalité et un certain nombre de promoteurs privés vont se tourner également vers quelque chose là qui est plus original et plus innovant, en l'occurrence les meetings aériens. On est au tout début de l'ère des meetings aériens, et donc en 1910 est organisée la première quinzaine d'aviation de la baie de Seine. Alors, je le disais à l'instant, les expériences en aéroplane prennent tout juste leur, je ne vais pas dire leur envol, ce serait un mauvais jeu de mots, leur essor. Et nos représentants deauvillais ont tout de suite perçu qu'il y avait quelque chose, il y avait un coup publicitaire à faire. Et donc, on va organiser ce meeting. Et tout a été fait en termes de communication, en termes surtout d'affiches. Vous voyez cette magnifique affiche sur la droite, pour vanter, alors au niveau local, on distribue très largement cette affiche, mais au niveau national également, pour faire venir du monde et surtout pour faire parler de la station de Deauville, même si les gens ne viendront pas à cette quinzaine d'aviation, peut-être viendront-ils l'année prochaine ou les années suivantes. Du coup, on a on le voit d'ailleurs sur cette image, sur ces images, sur ces illustrations, on a un événement qui va réunir villégiateurs, qui va réunir les habitants des environs de Caen, qui va réunir les visiteurs d'un jour, toujours ces trains de plaisir. Et tout ce beau petit monde va assister, va rester bouche bée ou bouche grande ouverte devant la vaillance et l'habileté des pilotes aviateurs à bord. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais dans les photos, vous avez des avions Farman ou des avions Breguet en particulier qui vont se distinguer. Cette quinzaine d'aviation étant un succès, eh bien, Deauville va rempiler, va en rajouter encore un petit peu plus, et on retrouve cette idée de passerelle, de trait d'union entre Paris et Deauville à travers une course d'hydro-aéroplane. Alors, je vais aller relativement vite. Cette course, elle est organisée en 1913. Elle est organisée par une institution qui s'intéresse et surtout qui encourage les débuts de l'aviation et qui organise les débuts de l'aviation, c'est l'Aéroclub de France. Mais vous avez comme partenaires, bien sûr, des partenaires locaux, la mairie de Deauville, on retrouve le casino, etc. etc. Sans forcément rentrer dans les détails, il y a quelques éléments qui sont quand même assez surprenants. Alors, sur la mise en œuvre, vous avez 15 appareils et équipages. Ces avions, il y a un aviateur qui conduit, qui pilote plutôt, et puis vous avez un mécanicien qui est à bord. Donc, chaque équipage est composé de 2 personnes. Vous avez 15 appareils donc, qui sont engagés dans l'aventure, et on part de la petite commune du Pec à Paris, enfin juste à côté de Paris, aux portes de Paris, pour rejoindre donc Deauville. Au passage, tu parlais de préfet tout à l'heure, le préfet de Paris n'a pas autorisé le survol justement de Paris, compte tenu de l'insécurité, de la dangerosité de l'événement avec ces avions chargés de combustible. On n'a pas voulu qu'ils circulent autour des beaux quartiers et des quartiers de Paris tout simplement. Donc on part du Pec à l'ouest de Paris. Le parcours, il suit fidèlement les boucles de la Seine, c'est le but du jeu. Et ce parcours est balisé, vous avez des grands mâts qui vont être plantés avec en haut du mât une flamme rouge, et donc les aviateurs se fixent sur ces boucles de la Seine, mais aussi sur ces mâts pour progresser. Et le but du jeu, c'est d'amérir, si possible de façon réussie, devant sur la plage de Deauville, enfin devant la plage de Deauville. Voilà, alors cette course, en tout cas à l'époque, elle est dangereuse, on va le voir, elle est longue, elle est technique, et finalement, on retombe toujours un petit peu sur la même thématique. La municipalité, en mettant en place ce Paris-Deauville en hydro-aéroplane, eh bien, essaie de jouer, je dirais, sur les imaginaires.
L'idée, et je cite d'ailleurs, hein, c'est de montrer que Deauville est le lieu de tous les défis, de tous les possibles. Hein, c'est la formule consacrée que je reprends du guide de Deauville de 1913. C'est repris d'ailleurs par le syndicat d'initiative et de propagande, hein, qui reprend dans ses plaquettes des belles photos de cette course, et puis aussi cette espèce de slogan, hein, Deauville, le lieu de tous les possibles, de tous les défis. Alors, sans encore une fois rentrer dans les détails, hein, on voit sur la photo qui est à droite, en haut, l'aviateur Chemet qui va être consacré dans cette course. Il couvre, simplement pour avoir un ordre d'idée, hein, le trajet et le parcours en 3h47 exactement. Et comble de bonheur, hein, non seulement il arrive à amérir correctement face à Deauville, mais il arrive même à diriger son appareil droit sur la plage, et comme la mer est haute, eh bien, il va, pour le coup, atterrir sur la plage de Deauville, juste devant le parc, et être, on le voit, accueilli comme il se doit par tout un parterre, avec force, musique, fanfare, etc., bien sûr. C'est tout un symbole. Et je ne veux pas en rajouter des tonnes là-dessus, mais c'est tout un symbole, hein, au-delà de l'exploit sportif, parce que c'est un exploit sportif, c'est tout un symbole qui montre et qui figure de façon concrète ce lien entre Paris et Deauville dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, si on y regarde de plus près, au-delà des discours élogieux, même emphatiques, hein, de la presse, cette manifestation, c'est un désastre sportif. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement, d'abord parce que sur les 15 équipages qui ont été engagés, il n'y en a que 4 qui arrivent à bon port. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais alors, beaucoup plus tard. Et il y avait un temps imparti, donc ils ne seront pas classés. Et puis, oui, ils seront considérés, mais ça sera peut-être pour, d'une façon générale, une réussite, puis surtout un spectacle, hein, pour les gens présents. Mais bon, sportivement parlant, c'est un désastre. Et puis surtout, je dis ça parce que les méandres de la Seine sont connus comme étant des lieux où il y a pas mal de remous, de bourrasques et de vent. Et donc, il va y avoir un drame. Il y en aura plusieurs, mais certains ils vont y réchapper. Il y a 2 avions là, qui vont voir leurs aviateurs éjectés de leur biplan. Il y a un aviateur qui va réussir à se remettre dans son biplan et donc reprendre le contrôle, donc ça va se passer à peu près correctement. Mais il y a l'aviateur de Montalan, célèbre aviateur de Montalan, hein, c'est le recordman de je ne sais plus quelle épreuve, je crois que c'est celle de l'altitude, hein, à l'époque. Eh bien, non seulement de Montalan, mais son mécanicien vont être pris par une bourrasque, ils vont être expulsés de leur biplan et ils vont chuter d'une hauteur de 200 mètres dans le fleuve. Je vous passe les détails, il y en a un qui tombe sur une péniche, l'autre qui tombe à côté, mais les 2 sont morts. La course de Paris-Deauville, donc, semble seulement, enfin, elle est endeuillée, mais si on en croit la presse, je vous garantis qu'on n'a pas trop le sentiment qu'elle est physiquement touchée. Et c'est assez curieux. D'abord, à Deauville, la fête continue à battre son plein, alors qu'on sait qu'il y a eu un accident. À Deauville, les organisateurs contactent les familles, puisqu'il y en a plusieurs, pour bien tout simplement avertir et prévenir. Mais si on se fie à la presse, eh bien on s'aperçoit que les rédacteurs sportifs, la presse dans son ensemble, finalement, elle passe complètement, non pas à travers, mais cyniquement, elle passe outre cet événement. Et j'ai même presque envie de dire, hein, au regard de ce que j'ai pu lire, on a même le sentiment que cet accident procure un peu plus de publicité à l'accident. Hein, c'est un petit peu cru, ce que je viens de dire. C'est peut-être pas forcément avec cette force. Mais enfin, si on en croit la presse, par exemple, la presse du lendemain, elle ne parle finalement que très très peu de l'accident. Par contre, elle tient des propos sur, par exemple, l'absence de Paris, comme ça se fait dans un hippodrome, et on regrette l'absence de Paris dans cette course d'avion. Voilà, donc ça paraît assez déplacé. Peut-être que c'est la tonalité de l'époque, hein, mais peut-être veut-on mettre en avant le fait que de toute façon, l'aviation, c'est quelque chose d'absolument pas
sécuritaire et que ça fait partie du jeu, en quelque sorte, hein, ça fait partie de l'événement. Voilà, alors vous l'avez compris, Deauville et Trouville, je vais en terminer, tiennent le haut du pavé, multiplient les initiatives de ce type, et l'idée c'est de se démarquer de leurs rivales. Et plus l'événement programmé contient cette dose de folie, et je pense que j'ai bien insisté là-dessus dans le dernier exemple, plus la publicité sera importante. Et simplement, donc, pour terminer, je ne vais pas commenter, hein, je vais montrer simplement ces diapos, ces 2 diapos, dans la même veine, avec le même principe d'entretenir une espèce de jonction entre Paris et ici la station de Deauville. Eh bien, vous avez des raids hippiques de très longue distance, hein, qui sont disputés, on le voit ici, par des cavaliers militaires. Alors, on a un premier raid. Alors, c'est Paris-Trouville, c'est pas Paris-Deauville. On a un premier raid qui est organisé, raid militaire, en 1899, et puis on en a un second, c'est celui que l'on voit, en 1903. L'idée, c'est de faire en sorte, hein, donc, que notre cavalerie et notre armée fassent la démonstration de sa vaillance et de son efficacité à travers donc, ces épreuves de très longue distance. Ces courses vont séduire. On le devine ici, d'ailleurs, à travers l'accueil, le spectacle. Vous voyez ces gens qui sont au bord de la route et qui voient passer en saluant les différents équipages. Ces courses donc vont plaire, seront donc reprises et reconduites. Bon, il faut comprendre que le prestige de l'uniforme et de la cavalerie y est pour quelque chose, en tout cas à cette période. Voilà, et puis pour les événements mécaniques, je dirais à haut coefficient touristique, hein, on peut citer donc les épreuves automobiles à Deauville, à partir de 1901, et puis surtout, ça c'est plus anecdotique, hein, mais surtout, on peut citer les courses de canots automobiles. Ça c'est assez original, entre Paris et Deauville, hein, par la Seine, qui débutent en 1903 et qui vont avoir lieu pendant au moins une quarantaine d'années et reconduits systématiquement, hein, tous les ans. C'est l'occasion pour les constructeurs d'automobiles de montrer leur savoir-faire, donc toujours cette idée de réseau, hein, et d'utiliser les manifestations sportives comme des faire-valoir, des formes de publicité. Les grands constructeurs, hein, vont se mettre sur les rangs et donc proposer des moteurs tout à fait sophistiqués de hors-bord, hein, pour participer à cette course Paris-Deauville. On retrouve d'ailleurs les mêmes canaux et les mêmes hors-bord au même moment, enfin, ou un tout petit peu plus tard dans la saison, à Monte-Carlo, et ainsi de suite. Pas étonnant, hein, la logique est la même. Voilà, je m'arrête simplement en disant que bon, vous avez compris qu'à travers la construction d'installations qui sont dédiées au sport, mais aussi à travers l'organisation de manifestations emblématiques, en tout cas j'ai essayé d'en faire la démonstration, eh bien tout est entrepris ici et là dans les stations pour offrir les meilleures prestations, pour organiser des événements qui vont réunir les meilleurs sportsmen du moment, et surtout pour apporter du crédit, en tout cas un crédit supplémentaire, un crédit publicité à ces différents sites balnéaires. Et bon, j'ai parlé tout à l'heure, je reprends ce terme, on sent bien que les différentes localités sont engagées dans une course, une concurrence effrénée, et donc c'est à celle qui proposera la fiche sportive, la fiche touristique, la fiche culturelle, et le sport fait partie de ces différents registres, hein, en tout cas à cette période, une affiche la plus attractive possible. Simplement et sous la forme d'un petit clin d'œil, il faut bien comprendre, et on le comprend bien, que l'air maritime, certes vivifiant, hein, de nos côtes normandes, à la météo un petit peu incertaine, ne va pas suffire à faire venir des gens. Donc il faut bien autre chose. Le sport fait partie de ces arguments. Voilà, donc je m'arrête sur cette... c'est une carte postale d'époque, hein, de 1907, qui est signée d'ailleurs, hein, et elle montre un touriste, justement prévenant, qui a apporté son parapluie et qui est en excursion à Luc-sur-Mer. Je ne sais pas si l'histoire ne le dit pas, hein, s'il s'agit d'un lointain parent de Mary Poppins. En tout cas, voilà un personnage là qui me permet de clore
ma présentation. Voilà, merci bien. Peut-être aussi, ouais. Vous avez raté le train, le gars, là. On ne sait pas très bien si c'est lui, si c'est... Bon, voilà. J'ai peut-être une remarque et une question. On a l'impression que c'est surtout du sport spectacle plutôt que du sport pratique. C'est le prisme de votre recherche ou c'est plutôt enfin vraiment la réalité de ce qui est proposé par ces villes, parce que c'est plus voilà des courses plutôt que bon, on voit les bains de mer hein, mais c'est pas du sport, je sais pas, voilà, sport santé ou si on comparait par exemple peut-être je sais pas avec des stations plus thermales, est-ce que l'offre de sport serait plus orientée vers la remise en forme, la rééducation, ou c'est aussi du divertissement entre guillemets? Alors, bon, il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les stations thermales, hein, puisque l'objet de ma thèse, c'était quelque chose d'un petit peu équivalent à ce que je viens de présenter en prenant l'exemple de Vichy. Et finalement, je reconduis à peu près les mêmes propos. C'est-à-dire que ce qui est mis en avant et ce qui nous arrive, nous, à travers les documents, les sources consultables, et en particulier la presse, sur laquelle je me suis beaucoup appuyé là, c'est essentiellement justement les spectacles. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'effectivement, alors je ne sais pas si c'était dans ce sens, hein, mais ça ne veut pas dire que localement, dans les stations thermales comme dans les stations balnéaires, on est sur la même logique hein, en fait. On n'est pas un ensemble de pratiques à proprement parler proposées aux gens qui sont sur place. Et là, on peut faire la différence effectivement entre des pratiques qu'on qualifierait peut-être aujourd'hui de pratiques de santé. Dans les stations thermales et balnéaires, vous avez des médecins qui consultent et qui vont préconiser. Alors je pense, j'ai en tête un certain nombre d'exemples moi, sur lesquels j'ai travaillé pour Vichy en tant que station thermale, mais on a vraiment la même chose hein, dans les stations balnéaires. Je pense à ce qu'on appelle la marche de terrain ou la cure de terrain. Et en fait, la cure de terrain, c'est ni plus ni moins de la marche à pied, hein, où l'idée, c'est de donner un certain nombre de consignes, un rythme, une distance à parcourir pour des gens souffrant d'obésité, souffrant de maux divers et variés qu'on essaye de traiter en tout cas à l'époque. Et là, on est peut-être effectivement sur une problématique plus thérapeutique qu'une volonté distractive. Voilà. Mais il y a quelque chose là qui me semble important d'ajouter, c'est que si on se cale sur la fin du XIXe siècle, le corps médical ne voit pas forcément d'un bon œil justement les pratiques sportives. Nombre de médecins considèrent les pratiques sportives, celles dont j'ai pu parler, avec cette idée de performance, d'exploit, etc., etc. Nombre de médecins donc considèrent ces pratiques comme dangereuses pour l'organisme et ne les préconisent absolument pas, sauf quelques exceptions. Hein. Je pense à Fernand Lagrange, hein, par exemple, qui très tôt bascule sur cette problématique sportive. Mais le gros de la troupe, hein, le gros du corps médical, il est assez méfiant, il est assez suspicieux vis-à-vis des pratiques sportives. Du coup, ça fait quelque chose d'assez détonnant, et dans les stations thermales, et dans les stations balnéaires. J'ai introduit ma présentation tout à l'heure en parlant du rôle thérapeutique de ces lieux, mais aussi du rôle distractif. Eh bien, ça fait des choses en matière de pratiques physiques et sportives assez contradictoires. On a des médecins qui ne voient pas forcément d'un bon œil et qui n'encouragent pas ce développement des pratiques sportives et des spectacles sportifs. Et à côté, on a une population qui fréquente, qui demande, qui est en attente. Et ça fait des discours au moins jusqu'aux années 1890 assez contradictoires, des propos assez contradictoires, des ouvrages assez contradictoires. J'ai pu consulter pas mal d'ouvrages médicaux de l'époque. Les médecins, en tout cas les médecins thermaux par exemple, hein, et donc les médecins balnéaires tiennent les mêmes propos, tirent à boulet rouge, véritablement hein, sur le sport. Et par contre, pour reprendre un petit peu le pouvoir en matière de pratique, proposent leurs activités. La cure de terrain en fait partie.
Et tout le travail de Fernand Lagrange, hein, par exemple, sur la mécanothérapie, il est installé à Vichy, justement, hein, ce personnage. La mécanothérapie, c'est une pratique physique rééducative, une sorte de kinésithérapie avant l'heure. Bon, ben, lui, il présente ça au départ. Puis après, bon, ben, il va changer progressivement de discours et de tonalité. Et puis, finalement, suivre le mouvement et, ben, d'une certaine manière, engager un pas, un pied, puis deux, puis trois, vers les pratiques sportives. J'avais une question. Merci Frédéric pour la présentation. Donc j'avais une question qui allait dans le sens qui était précédente, mais je ne vais pas la poser. Donc, on voit bien que il y a une logique concurrentielle qui s'installe. Et il y en a qui jouent la carte de la tradition, d'autres qui jouent la carte un peu de la modernité. On voit bien que les pratiquants sont assez absents pour les raisons que tu expliques. Parce que, voilà. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as travaillé sur cette mise en concurrence, sur une donnée plus quantitative, sur les calendriers des différentes stations et de voir si entre eux, tu as quantifié en gros combien de spectacles sportifs, combien on propose de Deauville, combien on propose de Cabourg, et est-ce que le choix des dates, il est fait pour embêter les communes, parce que tu as bien montré qu'il y avait... Tu vois, il y a cette dynamique-là, on voit bien qu'ils sont en concurrence, quoi, clairement. Et donc voilà, parce qu'on va quand même sur des dates tardives jusqu'au 6 septembre. Ouais. Donc à l'époque, il n'y a que les aristocrates, les gens qui sont rentiers, qui peuvent se permettre d'aller jusqu'au 6 septembre à la mer. Donc je voulais savoir si cet aspect-là, tu l'avais travaillé d'un point de vue plus, voilà, en termes de quantité, par rapport à la concurrence. Oui, j'ai bien compris la question. Non, quantitativement, j'ai pas d'éléments qui permettraient d'objectiver et de comparer. Mais j'ai presque envie de dire, alors c'est pas une pirouette hein, de ma part, mais sur ce que j'ai pu consulter, j'ai presque envie de dire, c'est peut-être pas forcément utile de voir les choses d'un point de vue quantitatif. Parce que, je le dis, parce que les stations ne se ressemblent pas, justement. Elles n'ont pas la même envergure, et donc elles n'ont pas les mêmes prétentions, et elles accueillent déjà pas forcément exactement les mêmes publics. Et alors j'ai pas eu le temps de le souligner, mais ça me donne l'occasion. Le public de Luc-sur-Mer, de Langrune, par exemple, de Saint-Aubin, ce ne sont pas les classes populaires, hein, bien sûr, hein, à cette période. Et tu l'as dit, et la saison estivale, elle dure effectivement très longtemps. Hein. Elle débute en juin, elle finit, et même beaucoup plus tard, hein, même mi-septembre, voire fin septembre, bien tassé. Mais quand même, on sent dans les propositions qui sont faites dans toutes les directions, hein, l'hôtellerie, la restauration, les spectacles sportifs, les pratiques culturelles, etc. On sent qu'il y a un espèce de ciblage quand même. Et un ciblage en direction d'un public qui est particulier. Donc, pour être clair, mais je crois que tu as bien compris ce que je voulais dire, Deauville, on cible une clientèle vraiment très très fortunée, et je ne l'invente pas, et puis ce n'est pas un scoop hein, que de le dire, les grands de ce monde, hein, et sur des stations peut-être un tout petit peu plus modestes, on cible une population plus bourgeoise, classe moyenne, enfin bourgeoise, avec voilà, une période plus ciblée. Alors pour aller dans les calendriers dont tu peux parler, effectivement, c'est ce qui apparaît dans les journaux. On a des événements qui sont proposés et qui sont mis sous date, sous la forme de calendrier. Est-ce qu'il y a un calcul? Moi, j'en suis persuadé. C'est-à-dire que les calendriers se constituent en fonction des calendriers des voisines. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire que il y a une espèce de concurrence sur des mêmes événements avec des mêmes pratiques? Ça, je ne sais pas. J'en sais rien. Mais oui, sur les courses, par exemple, de chevaux, bon, ben, on sent bien, j'ai pris quelques exemples, Cabourg, Deauville, Luc-sur-Mer, Courseulles. On sent que les gens s'arrangent hein, pour que ça ne se superpose pas. Et que du coup, on ait peut-être la chance de voir des gens qui sont à Deauville venir aussi faire un petit tour du côté de Caen, et puis ensuite du côté des stations de la côte de Nacre, un petit peu moins réputées. Voilà. Mais oui, quantitativement, je ne sais pas si on peut tirer des éléments.
vraiment, pour pouvoir dire, bah, tiens, cette station, elle a une proposition qui est beaucoup plus conséquente, importante. Ça se voit. Hein, ça se voit dans les propos, ça se voit dans les exemples de manifestations qui sont suivies et chroniquées, en quelque sorte. Finalement, il n'y a pas photo. Les grandes stations qui poussent, qui constituent un modèle, qui innovent, qui entretiennent beaucoup plus d'ailleurs ce que j'ai appelé ce lien, ce trait d'union entre Paris et puis la côte, c'est plutôt donc Deauville, Trouville, Cabourg, beaucoup moins les stations ici, sur notre pourtour de Caen.